Radio de la Paix, la grande interview. Brokono Bertin. Bonjour à tous, bienvenue à la grande interview. La grande interview avec pour invité aujourd'hui Boatiemele Amoakon et Djampan. Il est homme politique et il a été ministre sous le président Félix Houphouët-Boigny, ambassadeur. Et il est aujourd'hui dans la direction du PDCI RDA. Donc c'est un homme d'expérience, un serviteur de l'État que nous recevons aujourd'hui à la faveur de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui célèbre ce 7 août ses 61 ans d'indépendance. Alors, je voudrais savoir, on peut vous appeler Excellence ou Monsieur le Ministre? Prenez ce qui vous arrange. Ok. Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour. Merci d'avoir effectué le déplacement dans nos studios. Merci donc d'honorer Radio de la Paix pour ce jour de l'indépendance. Monsieur le Ministre, quand on vous rencontre comme ça, quand on veut parler de l'indépendance, comment est-ce que vous ressentez cela? C'est la vie de tous les jeunes Ivoiriens, de tous les jeunes Africains, des territoires anciennement colonisés par la France. Et nous avons été pris dans le tourbillon préparatoire à l'indépendance. Qui n'ont pas les premiers. Ici, il y a eu le Ghana. À côté, il y a eu la Guinée. Et nous tous, nous étions en préparation pour fêter l'indépendance. Mais ça voulait tout dire. C'était une rupture. Mais une rupture dans la joie. Parce qu'on nous a fait croire que ce n'était pas faisable. Et ça s'est fait. Alors vous voyez, tout ce qui était en nous, tout bouillonnait en nous, des jeunes cadres. En 1960, je venais de passer mon bac. Vous êtes né, je crois, le 7 avril 1941. Bon, donc j'avais déjà ce que j'avais comme âge. Je venais d'avoir le bac. Et nous préparions pour l'université. À l'époque, c'était surtout l'Europe. Mais moi, j'ai eu la chance d'avoir été parmi ceux qui ont fait l'enseignement supérieur ici, au centre d'enseignement supérieur d'Abidjan de l'époque. Vraiment, nous étions dans l'effervescence totale. On voyait l'indépendance comme... un mirage. Pas un mirage, un soleil ardent qui devait aider les Africains, le noir en particulier, Absolument. À se réhabiliter. Donc quand je parlais de mirage, c'est-à-dire que, comme vous le disiez au début, c'était irréalisable. Ah oui, oui, on nous a fait croire. Oui. Moi, je me rappelle encore certains arguments. Vous ne savez pas fabriquer une allumette, vous voulez faire je ne sais pas quoi. Donc, bon, tout ça, c'était pour nous dire patienter. Et heureusement, on avait des gens patients à la tête. Mais nous étions les jeunes. Hein. Donc vous bouillonniez, n'est-ce pas, de voir... on était pressés. Oui. On était pressés. Et l'indépendance est arrivée, donc tout jeune, nouvelle universitaire. Vous voici donc à l'université, les tout premiers étudiants de l'ère de l'indépendance. Voilà. Ici, sur place, j'avais comme compagnon, je citerai quelques-uns, Sarah Soro, Hyacinthe. Oui, le père Sarah Soro. Némen Noël, certains qui ne sont plus là. Et nous avions fait nos premiers pas, qui en droit, qui en sciences économiques, qui en sciences physiques et autres. Et puis les médecins. C'était le plus choyé, les médecins. Oui. Ils avaient tout pour eux. Ils avaient des heures à part, ils ne prenaient pas le même car que nous. Tant que le président Houphouët-Boigny lui-même, de sa formation. Bon. Et il a fabriqué de grands médecins. Oui. Oui. C'est-à-dire qu'à cette époque, l'éducation était la prunelle des yeux, n'est-ce pas, du président Houphouët. Et la priorité des priorités. On ne peut pas s'amuser avec. Et si on apprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas, le président nous recevait. Nous étions jeunes étudiants. Ouais. On protestait un peu. On ne nous a pas donné ça, on ne nous a pas donné. Il dit, bon, allez, venez à la maison. Il nous recevait et nous nous exprimions. C'est-à-dire que la protestation universitaire et scolaire ne date pas de maintenant. Non, elle ne date pas, mais ça va avec tout. D'accord. Mais il avait une considération particulière pour l'éducation. Ça, moi, je peux le dire. Okay. Et à l'époque aussi, vous le lui rendiez bien, puisque lui, il vous met dans les conditions pour que vous fassiez de bonnes études, et vous le faisiez assez bien aussi. Bon, mais en dessous, il y avait la politique, oui. Puisque nous étions pressés d'être indépendants. Oui. Nous avions nos associations, l'association des étudiants de l'université d'Abidjan, l'association des étudiants de Côte d'Ivoire à Dakar, en France, l'UGC, etc., et puis bien sûr, la fêtière des fêtières, la FEANF. Oui. Et aujourd'hui, je vois que certains de mes anciens compagnons sont chefs d'État. Ça me fait plaisir. Et je sais qu'ils n'oublient pas ça. Tout ce que nous avons fait pour que les Africains soient respectés. Alors, cette aspiration à l'indépendance, c'était pour vous voir à l'œuvre, pour faire décoller votre pays. Exact. Et les premières années ont été assez prometteuses. Elles ont été prometteuses. Et nous avions compris
que nous n'étions pas en France uniquement pour faire la politique. Nous étions partis pour avoir les armes du combat. Et les armes du combat, c'était les diplômes. Réussir nos études et revenir travailler au pays. Bien sûr, chaque fois, c'est des choix. Il y a des moments où nous étions en train de nous dire, est-ce que ça vaut la peine? Parce qu'on n'est pas d'accord avec telle idée, on n'est pas d'accord avec tel dirigeant. Mais en définitive, en Côte d'Ivoire ici, à part quelques éléments, tout le monde est revenu au pays pour servir la Côte d'Ivoire. Et le président Houphouët nous a accueillis sans trier. Ça, je le répète chaque fois. On ne nous a jamais dit, puisque vous étiez contestataire, restez là-bas, ou bien vous étiez de telle branche, de telle... Chaque fois qu'un diplômé arrivait, il le faisait embaucher. On parlait à l'époque, n'est-ce pas, des enfants de progressistes et Bon, tout ça c'est avant ça. Oui. Nous, on avait géré ça avant. D'accord. nous, dans nos familles, on a géré ça. Oui. Hein, les enfants du RDA, les enfants des progressistes. Oui, c'est surtout au sud ici. Moi, dans ma propre famille, on a connu ça. Et ça a mis du temps pour être absorbé, mais ça a été absorbé grâce justement à la volonté du président de rassembler tout le monde. Et donc, c'est à partir de ce rassemblement que la Côte d'Ivoire a eu une vision commune du développement. Ben oui, toutes les bases ont été posées. Bien sûr, hein, la politique avec ses hauts et ses bas, Oui. des complots, des faux complots, des accusations multiples, des arrestations, des emprisonnements, des embastillements, même quelques coups de feu par-ci, par-là. Tout cela fait partie du développement d'une nation. Parce qu'on ne fait pas une nation en un jour. Et je suis surpris quand j'entends certaines personnes dire « on peut faire ça, on peut faire ça ». On claque la main et c'est fait. C'est plus compliqué que ça. Bâtir une nation exige que chacun cède beaucoup. C'est comme un couple. Si vous êtes tout le mari omnipotent, mais un jour ou l'autre, vous regretterez parce qu'il faut composer. Par rapport à cela, les Ivoiriens se sont retrouvés donc dans un idéal commun, c'est le développement de leur pays. Et il faut reconnaître que nos aînés étaient beaucoup plus mûrs que nous, sur tous les plans. Les meilleurs ministres de l'agriculture qu'on a eus, ce n'étaient pas des ingénieurs, hein. Des gens qui ont pratiqué un peu dans tous les domaines. Donc la vision du développement de la Côte d'Ivoire est partie de ceux-là, qui étaient les compagnons du président Houphouët-Boigny. Et c'est à cette époque que toutes les bases du développement de la Côte d'Ivoire ont été posées. Et ils l'ont fait avec beaucoup d'humilité parce que quand la jeune génération arrive bardée de diplômes... Merci beaucoup. Oui. Je n'osais pas le dire, mais ils acceptaient facilement de se mettre en retrait pour que les jeunes soient devant. On est indépendant en 60. En 6 ans, on a pratiquement africanisé le gouvernement, puisqu'on avait encore des ministres français, etc. Mais en 6 ans, on a fait venir tout le monde. Tous ceux dont on parle aujourd'hui étaient là pour faire ce travail avec le président Houphouët. Ça, c'est important. Humainement parlant, ce n'était pas facile. Parce que si vous prenez votre petit que vous formez, et puis 2 jours après, on dit, bon, effacez-vous pour qu'il soit là, tout le monde n'accepte pas. Hein. Oui. Tout le monde n'accepte pas. Et c'était l'époque, n'est-ce pas, de l'ivoirisation des cadres. Voilà, tentative d'ivoirisation. D'abord, la formation, Oui. avec l'ouverture des collèges un peu partout, l'université qui se développait, les écoles spécialisées, école normale supérieure, etc. Et la Côte d'Ivoire a commencé à former ces gars. Figurez-vous que nous, quand on passait le bac, le seul professeur ivoirien que nous avons eu, c'est le professeur Fauté Memel, en philosophie. Tous les autres, c'était des blancs ou des demi-blancs. D'accord. Et du travail, oui. Les gens qui viennent des Antilles et autres. Hein. Oui. Et du travail a été fait parce que le président Houphouët savait où il voulait mener son pays. Voilà. Et la vocation de ce pays, selon le président Houphouët, c'est d'être un creuset pour tous. Nous, on l'a écouté sous toutes les formes. Dans les congrès, quand il recevait, en tant que diplomate, quand il recevait, nous entendions ce qu'il disait. Ce que nous devons faire ici, c'est pour l'Afrique, ce n'est pas pour la Côte d'Ivoire. Bon, il n'a pas fait comme certains qui construisaient des bâtiments en disant que c'est avec ces bâtiments qu'on allait faire l'unité africaine. Oui. Il a dit, je crée pour l'Afrique. Et pourtant, on l'a combattu sur cette notion du panafricanisme. Bon, mais on a vu de grands panafricanistes ailleurs qui sont aujourd'hui célébrés, mais Houphouët, on dit c'était c'est l'homme de ceci, mais il a laissé une nation qui tient. Et malgré toutes les difficultés que nous rencontrons ces derniers temps, la Côte d'Ivoire reste la Côte d'Ivoire. Hein. On est tenu, et c'est notre mission ça, c'est notre devoir de ne pas la laisser choir. C'est pour ça que certains d'entre nous, on ne parle plus beaucoup, parce que la politique, c'est pas ça. Donc il y a eu la Côte d'Ivoire de 1960 jusqu'à 1980, les années 80 où a commencé la crise économique. Et ce parcours-là, si on vous demandait de revenir un peu là-dessus, de 60 à 80. C'est le développement
de l'État, la mise en place de l'État. Vous voyez les problèmes qu'on a dans certains pays aujourd'hui, où il n'y a plus d'État. Même ceux qui avaient les meilleures idées, les idéologies les plus porteuses d'espoir, ont été noyés par l'État qui n'existait pas. Or, il fallait que l'État existe. Prenez le cas de l'administration territoriale, les préfets et sous-préfets. On ne fabrique pas un sous-préfet comme ça. Et on a pris des jeunes qui avaient déjà travaillé et on les a formés. On a appelé ça le perfectionnement de la fonction publique. Et c'est ceux-là qui ont tenu les préfectures et sous-préfectures progressivement, en prenant la place des premiers qui n'étaient pas des Ivoiriens. Bon, ça c'est déjà un élément important que beaucoup oublient. Deuxièmement, faites des choix essentiels pour le développement. Les choix essentiels du développement, ce n'est pas dire dans un registre, voilà, c'est regarder nos potentialités et y apporter des solutions. Et ces solutions-là, c'est ce qu'on a fait. Les grands projets de développement agricole, l'agriculture, la production de coton et tout ce que vous faites par son esprit d'invention a fait entrer en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est des choses qu'on ne peut pas le faire tout le temps. Ça a été fait en ce moment-là. Et je pense que ça a été bien fait. Les SODE ont été critiqués, mais les SODE ont permis de développer des choses essentielles pour le devenir de la Côte d'Ivoire. Alors quand on prend donc cet intervalle de temps de 60 à 80, on se dit en Côte d'Ivoire, on a tout eu et en même temps on a tout perdu avec le temps. On a tout eu, on n'a pas tout perdu. Moi je ne peux pas dire qu'on a tout perdu. On a tout eu parce qu'on a mis tout en chantier. Le palmier à huile, l'EVA, le coton, le sucre, la canne à sucre, le cacao, n'en parlons pas, le café. Tout ça la bougeait et c'était piloté de main de maître. Moi, je me rappelle le travail de la Satmassi avec les bras canons et autres, mais c'était l'assistance au jour le jour des paysans. Ils n'ont même pas besoin de demander, les gens étaient là. Donc, dans tous les domaines, ça a été ça. Et ils avaient un chef d'orchestre magnifique, c'est le président Oufouet, qui chaque jour cherche à savoir ce qui se passe. Moi, étant diplomate, je le voyais souvent à l'extérieur. Mais quand il arrive, la première préoccupation, c'est de savoir est-ce qu'il a plu depuis avant-hier, telle zone, est-ce qu'elle a été arrosée. Il appelle les gens pour dire, mais qu'est-ce que vous avez fait pour mes projets de pépinière, etc. etc. Bon. Oui, quand je disais qu'on a tout perdu, c'est-à-dire que des acquis à partir desquels on devait décoller, tous ces acquis-là se sont effondrés pour la plupart. Oui, mais pas totalement. Un pays, c'est un pays. Les éléments essentiels restent. Oui. Mais par contre, l'élan a été coupé. Oui. L'élan a été coupé. Il n'y avait plus de motivation foncière. Quand on a demandé aux SODE de disparaître, ce n'était pas parce qu'ils avaient échoué. C'est parce qu'on n'avait plus besoin de cela. Ce n'était plus l'affaire de l'État de continuer la production. C'est lancé, il faut laisser le privé prendre le relais. Est-ce que ça a été un bon choix ? Il fallait, à un moment donné. Par contre, ce qui n'a pas marché, et il faut le reconnaître, c'est la transformation de toutes ces productions. Le président même le disait. Oui. On va produire et puis vous viendrez transformer pour que nous ayons des produits finis. Oui. Mais ça, c'est pas facile. Autant on peut dégager un directeur de service, autant il est difficile de dégager des importateurs pour dire laissez notre produit, on va le transformer. C'est un travail d'explication et de coopération. Voilà. Alors vous avez été ministre et vous avez été ambassadeur, diplomate, et vous le disiez, vous avez été ambassadeur en Chine. Oui, j'étais le premier ambassadeur dans ce grand pays. Oui. Quand j'allais, je n'étais pas content. D'accord. Parce que c'était comme une punition. C'était non, un éloignement, c'est tout. D'accord. Et le pays vraiment sortait de l'ère de Mao. Oui. Et je suis arrivé au moment où M. Deng Xiaoping a lancé sa politique de modernisation, c'est-à-dire d'ouverture sur le monde. Et je me rappelle encore les propos. Dans une génération, nous rattraperons les Occidentaux. Et en une génération, ils l'ont fait. Et aujourd'hui, aujourd'hui, c'est la deuxième puissance économique au monde. Oui. Même quand on approfondit, ils sont peut-être avant d'autres. D'accord. On disait à l'époque qu'il y a certains pays de l'Asie qui étaient pratiquement au même niveau que la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire était au même niveau que ces pays-là, ou même était devant ces pays-là. J'ai vécu cela. J'ai été en mission dans toute la zone de l'Asie du Sud-Est. Et le pays qui était en dehors de Singapour, qui était un îlot, bon, tous les autres qui se rapprochaient de nous, c'est la Thaïlande, c'est la Malaisie. Et on sentait qu'on avait les mêmes éléments. Mais bon, nous, on est resté un peu scotchés à notre niveau où on était. Aujourd'hui, quand vous arrivez,
Ça fait plaisir à voir, mais ça fait mal au cœur. Alors c'est vrai que donc quand on arrive aux années 80, on parle de la crise économique. Oui. La crise économique avec les programmes d'ajustement structurel. C'est ça. Bon, et à partir de là, on s'est dit que peut-être il fallait revoir notre façon de faire. Et La crise économique, bon, c'est ça. Hein. Vous êtes obligé de vous ouvrir à l'extérieur, à ceux qui peuvent vous aider. Quand on se noie, on ne regarde pas. Hein. Celui qui vous tend la main, vous la saisissez. On s'est accroché à tout cela avec ces instruments qu'on nous apporte. Quand vous discutez avec eux, vous avez l'air d'être un idiot. Parce que comment une institution internationale qui a autant de possibilités, qui a des fonctionnaires de qualité, vient vous dire, nous, on fait uniquement les infrastructures, on ne s'occupe pas de social. Hein. Ouais. Moi, quand on me dit ça, là, je suis choqué. Or, malheureusement, c'est ça qu'on nous avait apporté dans un premier temps. Aujourd'hui, quand vous allez dans nos villages, on ne peut plus dégager les routes. Oui. On n'a plus de structure d'encadrement avec les TP pour faire des routes. On est obligé d'aller louer et on est obligé d'attendre que l'État investisse pour ça. Ce n'est pas normal. Donc, c'est des éléments, bon, Dieu merci, ces structures-là commencent à se plonger. Alors, si c'était cette logique-là qui prévalait, aujourd'hui, ils n'allaient rien faire pour la Covid. Aujourd'hui, ils sont là et ils nous aident bien même. C'est ça dans la réelle politique maintenant. Ah oui, voilà. Maintenant, on est devenus des partenaires, ce ne sont plus des champs d'expérimentation. Je rappelle que vous êtes à la grande interview donc consacrée à l'indépendance, les 61 ans de la Côte d'Ivoire, avec pour invité aujourd'hui le ministre Boa Tiémélé Amoakon et Djampan, qui a été ambassadeur également. Alors, monsieur le ministre, on parlait de la crise économique, donc l'intermède à partir de 80. Et puis en Côte d'Ivoire, à partir de 90, on est rentré dans la crise politique. Et depuis, on a l'impression que... On est dedans. On est dedans et on a l'impression qu'on a du mal à décoller. Oui, vous savez, la société va avec ses problèmes. La crise, vous savez que toute cette affaire politique a démarré avec le délestage. Parce qu'à l'époque, on avait des problèmes. Et nos jeunes amis étudiants, ils veulent travailler, ils n'ont pas de courant. Bon, ils sont énervés. Et tout est parti de là. Ça, moi, j'ai vécu ça en direct. Et on a pu rattraper. Mais ça a déclenché le processus de démocratisation, retour au multipartisme. Et bon, c'est ça qui a amené tout le reste. Parce que là, maintenant, c'est plus le plus réfléchi ou le plus sage. C'est celui qui peut crier le plus pour qu'on l'entende. Et on est arrivé à ça. C'est malheureux, mais c'est la vie d'une nation. On passe toujours par ces cycles-là. Il y a des pays où on n'a jamais imaginé qu'un jour, il y allait avoir des révolutions ou des culbutes de toute nature. Tout simplement parce qu'on croyait que c'était définitivement établi. Et nous qui avons vécu un peu cela, nous étions prêts à accepter des sacrifices pour que cela ne se produise pas. Ce que le général de Gaulle appelait la chienlit. Parce que quand ça s'installe là, on ne rétablit plus. Malheureusement, on est resté dedans et on espère, en tout cas personnellement, à mon âge, je peux tout respirer, mais je peux dire aussi que j'ai espéré que nous puissions nous entendre. Et quand vous regardez cela, vous dites que c'est un véritable gâchis. C'est un gâchis, c'est une perte pour nous et puis pour le pays. Mais ces derniers événements-là, bon, je pense qu'on doit pouvoir en retirer le bénéfice. Que chacun accepte de céder un peu pour que nous puissions travailler. Alors la question qu'on se pose, c'est la Côte d'Ivoire du président Houphouët. Et aujourd'hui, tout le monde se réclame du président Houphouët. Même ceux qui l'avaient combattu, pour certains, se reconnaissent un peu dans son action. Et puis, les valeurs qu'il a développées, les valeurs qu'il a enseignées, aujourd'hui, on a l'impression que personne ne s'est approprié ces valeurs-là. On est noyé dans nos égos. On pense qu'on détient seul la vérité. Ce n'est pas vrai. Le président Houphouët a cette qualité d'écouter tout le monde. Même quand il n'était pas d'accord avec vous, il peut vous rappeler après pour dire l'autre fois nous avons discuté sur telle question, je n'avais pas bien saisi. Vous avez raison. Il faut qu'on approfondisse. Vous êtes la deuxième personnalité à me rendre ce témoignage-là. Merci beaucoup. Il y a l'ancien ministre à Montano, le père de l'autre ministre à Montano. Et le doyen Ali est encore là. Oui. Et il peut le répéter sur tous les temps. C'est ça le plus important. Un État se construit. Un État se construit avec des hommes. Un État se construit avec des compétences. Personne ne doit être exclu. À partir du moment où vous excluez, l'État ne fonctionne plus. Moi qui suis par exemple élu d'Abangoro, maintenant je ne le suis plus, je me suis retiré. Mais il y a des choses qui se passent là-bas, si vous ne me demandez pas, je ne vais pas vous le dire. Oui. De loin vous voyez, non mais celui-là il est comme ça, celui-là il est comme ça. Mais quand vous rentrez dedans, il y a d'autres choses. Ce qu'on a tracé à l'époque, même en ville ici, je viens de voir, il y a des endroits où des voies ont été bouchées délibérément par certaines personnes.
Depuis qu'on veut régler les problèmes d'écoulement d'eau, de voies fluides, on commence à retrouver ces traces-là. Le grand détour qu'on veut faire pour éviter la traversée du Cocody pour aller au nord, mais ça existait, c'était prévu. C'était prévu. Il y a des choses qui font que de temps en temps, on a un peu mal au cœur. Quand on a réussi cet exploit de faire tant de barrages, le barrage de Soubré, le barrage, on en parlait, nous on était encore petits, et grâce à nos amis chinois, on a pu faire ce barrage. Et puis tout d'un coup, on se retrouve sans courant parce qu'il n'y a pas d'eau dans les barrages. Et on met presque 6 mois pour se rendre compte. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il faut qu'on se mette au travail, mais dans le bon sens. Hein. Se mettre au travail, c'est avec toutes les compétences. Ah oui, toutes les compétences. Ça, vraiment, vous ne pouvez rien réussir si vous n'êtes pas ensemble. Et nous qui sommes politiques, nous savons que faire la politique, être ensemble, ce n'est pas la même chose que de s'asseoir côte à côte et puis regarder devant soi. Il faut qu'on sache ce qu'on fait et ce qu'on veut faire. Et ça doit pouvoir aller. Dans cette politique-là, il y a une expression, le vivre ensemble. Voilà, le vivre ensemble, j'allais dire même l'être ensemble. Être ensemble. C'est ça le plus important. Parce que les cours communes, là, les gens sont ensemble. Ouais. Ils partagent tout. C'est ça, la vie en communauté que nous devions favoriser en Afrique. Ouais. Parce qu'ici, s'il y a 4 millions d'habitants à Abidjan, il y a peut-être 2 ou 3 millions qui vivent en cours commune. C'est des réalités, il faut prendre ça en compte. Donc, moi, je suis, par expérience, par pratique, je suis aujourd'hui un de ceux qui souhaitent qu'à tout prix, on se réconcilie véritablement, que nous puissions nous entendre, que nos dirigeants puissent se rencontrer pour que ceux qui les suivent soient amenés à les suivre. Moi, c'est ma stratégie. Si je ne parle pas beaucoup, c'est à cause de ça. Donc la réconciliation, effectivement, parlons-en. Oui. Aujourd'hui, il y a l'ex-président Laurent Gbagbo qui est rentré, qui est venu, qui a rencontré l'ex-président Bédié, qui a rencontré le président Ouattara. Aujourd'hui, on se rend compte que tout le monde est accroché, n'est-ce pas, à ces 3 personnalités. Oui, mais ce n'est pas le seul. Il y a d'autres encore. Oui. Il faut aller jusqu'au bout. D'accord. Bon, moi, je connais tout le monde. Oui. Et peut-être tout le monde me connaît aussi. Oui. Mais il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin. Il faut continuer, il faut élargir l'assiette, et libérer tout ce qu'on peut libérer. Je pense que le président Gbagbo a dit un peu, suite à ses rencontres avec le président de la République, ce qu'il voyait. Bon, nous, je pense qu'on a un peu partout les mêmes choses. Ce n'est pas normal qu'au moment où on se regroupe, au moment où tout le monde regarde la Côte d'Ivoire avec espoir, on voit des gens se balader pour dire « moi, on m'a empêché d'entrer, on m'a empêché de faire ceci ». Même à la Cour pénale internationale, on a libéré ceux qui étaient poursuivis pour génocide. Donc on devrait pouvoir utiliser tout ça pour avoir la force de dépasser nos égos. Ça, je reviens sur ce mot, pouvoir avancer. Il y a toujours cet aspect entre le judiciaire et le politique pour les questions, n'est-ce pas, des droits de l'homme. Oui. Les questions des droits de l'homme. Comment faire l'équilibre? Les questions des droits de l'homme, c'est des principes établis que chacun doit respecter. Mais le judiciaire et le politique, mais dans tous les pays, il y a la justice et il y a la politique. Et la jonction se fait à un moment donné. Quoi qu'on dise, à un moment donné, on fait la jonction. Et il appartient aux politiques et aux responsables de faire cette jonction. Donc aujourd'hui, sur le chemin de la réconciliation, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Je sais qu'il y a des propositions qui ont été faites. Certains ont parlé de dialogue national, d'autres ont parlé des états généraux du pays. Quelle est la bonne méthode pour voir les Ivoiriens se retrouver autour de leur pays? Moi, je pense que ceux qui sont au-devant de tout sont les premiers à poser les actes. Quand j'entends des gens réagir, M. Gbagbo a dit ceci, nous on n'est pas d'accord. M. Bédié a dit ceci, nous on n'est pas d'accord. Le président Ouattara a dit ceci, nous on n'est pas d'accord. Je dis, mais ceux-là, ils ne veulent pas de la paix. Ils ne veulent pas. Ils ne sont pas prêts. Ils parlent de réconciliation, mais c'est sur le bout des lèvres. Il n'y a rien de profond. Tout cela doit apporter quelque chose. C'est à eux de trouver la formule. Si le président de la République appelle tous ses responsables politiques et qu'il pose la balle sur la table, je pense qu'on peut trouver des solutions. Et c'est à lui de déterminer. Moi, je ne pense pas que les autres puissent déterminer à sa place. Et là aussi, il faut que ceux qui les suivent puissent être, n'est-ce pas, en harmonie avec eux. Bon.
Parce qu'on ne peut pas comprendre que le président dise quelque chose et puis après, une instance de son parti se réunit pour dire le contraire. On n'est pas d'accord. Le PDCI, le président Bédié dit quelque chose, c'est la même chose. Le président Gbagbo dit quelque chose. Alors aujourd'hui, il faut que le leadership s'affirme véritablement. Le leadership s'affirme et ça s'affirme à partir des responsables. Il y en a qui se disent responsables, en général, ils ne sont même pas, puisqu'ils ne peuvent même pas réunir leurs instances. Par contre, il y a des gens qui ont de l'influence et qui peuvent aider à résoudre les problèmes. Et moi, je souhaite que ceux-là soient un peu écoutés et qu'on puisse les amener à jouer aux entre-gens pour qu'on aboutisse à quelque chose. Mais le spectacle, la politique spectacle, ce n'est pas digne de la Côte d'Ivoire. C'est ma position. Ok. Alors, monsieur le ministre, comme je l'ai dit, le prétexte de ce rendez-vous, ce sont les 61 ans de la Côte d'Ivoire, 61 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire. Tout le monde a été jeune. Quand on a commencé, vous nous avez évoqué votre jeunesse. Aujourd'hui, il y a des gens qui se réclament jeunes. Et quand on met tout cela dans la balance, on a l'impression que votre vision du développement diffère, n'est-ce pas, de celle des autres maintenant. Vous vouliez travailler pour votre pays. On l'a fait quand on a pu le faire. Oui. Maintenant, c'est à eux de le faire pour eux. Oui. Mais aujourd'hui, tout le monde est mu par l'enrichissement rapide. Bon, vous voyez, c'est des choses simples. Hein. Oui. J'ai connu un chef d'État qui est parti de lui-même du pouvoir, qui n'a plus rien. C'est un de ses amis qui lui a dit, prenez cette maison pour habiter. Tant que vous vivrez, vous pouvez habiter là. Ouais. Vous voyez, un chef d'État africain. Bon, chez nous ici, 6 mois après être rentré au pouvoir, on a des châteaux. C'est difficile à admettre. C'est même gênant. Ouais. Moi, j'en parle d'autant plus que, étant diplomate, la première préoccupation quand j'étais à l'étranger, c'est de me construire un toit. Et je me suis endetté pour ça. J'ai pris le temps de construire. Sinon, quand vous sortez de l'ambassade, vous arrivez ici. On a des collègues qui arrivent ici. Ils sont obligés d'aller louer des maisons. Ils ont des enfants en bas âge. Il faut les mettre à l'école. Ils ne tiennent pas. Il y en a qui meurent. Alors, c'est des choses qu'on fait dans la vie. Il faut s'organiser et éviter de faire comme les autres. Chacun a son chemin. Oui. Et puis la culture, là, on est multiculturel et tout. Mais il y a beaucoup de choses qui comptent dans la société. Il ne faut pas appliquer. Il ne faut pas hurler avec les loups. Parce que quand les loups ont cessé de hurler, vous devenez quoi? Donc, ce côté-là aussi, moi, j'estime que c'est pas trop grave. On va rattraper. Okay. Alors, monsieur Boa Tiémélé Amoakon et Djampan, nous sommes au terme de ce rendez-vous. Quel est le message pour ce 7 août 2021? 61 ans pour un pays, c'est pas grand-chose. 61 ans pour un individu, c'est le 3e âge. Donc, on devrait tenir un peu compte de cela. Il ne faut pas qu'on fasse comme si nous étions des bébés sur la scène internationale. Il y a des gens qui n'ont pas fait ça, mais qui ont réussi à démontrer leur force. Vous voyez, un pays comme le Soudan, ce qui s'y passe, depuis près de 50 ans, la guerre continue. Ils se sont séparés. Il y a eu le Soudan du Sud. Le Soudan du Sud s'est séparé. Ça continue. Est-ce que le pays gagne quelque chose? Est-ce que l'Afrique gagne quelque chose? Tous les démons d'hier que nous avons connus sous la guerre froide risquent de revenir parce que nous-mêmes sommes affaiblis. Je souhaite aux Ivoiriens une bonne fête de l'indépendance. Je souhaite que les jeunes voient le long terme, mais pas l'aujourd'hui. Qu'ils lèvent les yeux pour voir ce qui va venir demain, pas ce qu'ils ont aujourd'hui. Je le dis à tous les jeunes de Côte d'Ivoire, et comme je le dirais si j'avais le point, à tous les jeunes d'Afrique, parce que c'est sur eux qu'on compte. Si nous n'avons pas formé nos jeunes, si nous n'avons pas ces ressources humaines, notre combat est vain. Boa Tiémélé Amoakon et Djampan, je vous remercie. Merci beaucoup, merci de m'avoir accueilli. La grande interview recevait donc pour aujourd'hui l'ancien ministre Boa Tiémélé Amoakon et Djampan pour parler de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. La grande interview pour aujourd'hui donc c'est terminé. Technique Landry Camara Minayefe, Antoine Kwasi. Bonne journée à tous. Brokono Bertin. Vous venez de suivre la grande interview. Radio de la paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.